Première histoire. J'ai exigé que mon nouveau mari quitte la table du dîner lors du réveillon de Noël parce que ma fille ne veut pas de lui après qu'il a accusé ma fille d'avoir volé la montre de son défunt père, ce qu'elle a fait. Mais ma fille l'a rendu après qu'il a appelé la police. Ce mari imbu de lui-même a refusé de partir, alors j'ai jeté son assiette, annulé son voyage avec son fils et l'ai faussement accusé de maltraitance. Maintenant, tout est gâché. Je vais être aussi clair que possible. Moi, femme de 43 ans, Valérie, j'ai une fille de 18 ans, Chloé, qui est récemment retournée vivre chez son père après une grosse dispute entre elle et mon mari, Marc, 46 ans. Pour le contexte, Marc et Chloé n'ont jamais vraiment accroché. Ils ont essayé, il allait la chercher au lycée, allait à certaines de ses pièces de théâtre et l'aider pour ses devoirs de maths, mais cela semblait toujours forcé des deux côtés. Chloé n'était pas impolie avec lui, mais elle ne s'ouvrait pas à lui non plus. Je me disais que c'était juste une attitude d'adolescente ou que son père lui manquait. Les choses ont mal tourné l'année dernière lorsque Marc a accusé Chloé d'avoir volé et vendu l'une de ses montres. C'était un cadeau de son défunt père, censé valoir plus de 550 €. Et quand elle a disparu, il l'a confrontée directement. Elle a d'abord nié, mais il a quand même impliqué la police. Toute l'affaire était horrible. Il y avait des policiers dans mon salon en train d'interroger ma fille. Et même si cela n'a abouti à rien sur le plan juridique, le mal était fait. Chloé a admis plus tard qu'elle avait vendu la montre. Elle a dit que c'était pour aider son ami à payer son loyer. Et oui, je sais que cela ne justifie rien, mais elle a avoué. Elle a même utilisé l'argent de son livret A, venant de son défunt grand-père, mon père, pour rembourser Marc. Marc n'a jamais reconnu avoir reçu son argent, mais il a agi comme si elle était définitivement rayée de sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle a fait ses valises et est partie vivre chez son père. Depuis, je suis resté en contact avec elle. Nous déjeunons ensemble parfois. Je vais à ses événements scolaires et je l'ai aidée à postuler à un programme d'études à l'étranger, Erasmus, pour lequel elle a été acceptée. Elle quittera bientôt la France. Je lui ai demandé de venir passer le réveillon de Noël avec nous pour que nous puissions dîner ensemble en famille avant son départ. Elle était hésitante, ce à quoi je m'attendais, mais a accepté à une condition. Elle ne voulait pas s'asseoir à table avec Marc. Au début, je pensais pouvoir les amener à rester civils pour une soirée. Mais Chloé a été très claire. Ce n'était pas par mesquinerie. Elle a dit qu'être près de lui la rendait anxieuse et mal à l'aise. J'en ai parlé à Marc, pensant qu'il essaierait au moins de faire un effort puisque cela comptait beaucoup pour moi. Il n'a pas aimé ça. Il a dit qu'il était ridicule qu'on lui dise où il pouvait ou ne pouvait pas s'asseoir dans sa propre maison. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de quitter la maison ou de sauter le dîner. Juste peut-être, pour une nuit, de manger dans la cuisine pendant que nous mangions dans la salle à manger. Je sais que cela semble froid, mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire d'autre. Nous n'avons pas de table de salle à manger. Si Chloé le voyait en bout de table, elle partirait probablement. Je voulais la voir. Je voulais que nous ayons un dernier moment de fête normale avant son départ. Marc a catégoriquement refusé. Il a dit que c'était sa maison et qu'il ne serait pas banni dans la cuisine comme une sorte de punition. J'ai dit que ce n'était pas une punition, c'était un compromis. Il a continué à dire non. J'ai laissé tomber pendant quelques jours en espérant qu'il se calmerait. Avance rapide jusqu'au réveillon de Noël. Mes parents, ma sœur, son mari et leurs 2 enfants étaient tous là. Chloé est arrivée, très élégante. J'étais heureuse de la voir, mais à la seconde où elle a vu Marc assis à table, elle s'est figée dans le couloir. Elle n'a même pas enlevé son manteau. Elle m'a regardé et a dit, « Je pensais que tu avais réglé ça. » J'ai essayé de la faire entrer et s'asseoir en lui disant qu'on allait arranger ça, mais elle s'est tournée vers Marc et a dit, « Reste à ta place, connard. » Je ne défendrai pas ça. C'était inutile et hostile, mais je pense que cela montre à quel point elle se sentait tendue. Marc ne lui a rien répondu. Il est juste resté assis là avec ce regard suffisant sur le visage, comme s'il avait gagné quelque chose. C'est là que je lui ai demandé à nouveau, doucement mais fermement, d'aller manger dans la cuisine. Il a dit non à nouveau. Je ne comprenais pas quel était le problème. Il avait son assiette. Il avait sa nourriture. Et personne ne lui disait de manger sur la terrasse ou dans le garage. C'était juste un repas. Et ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos de ma fille qui était venue passer sa dernière soirée à la maison avant de quitter le pays.
Je lui ai demandé une fois de plus de prendre son assiette et d'aller dans la cuisine. Il m'a fixé et n'a pas bougé. Alors, je me suis penché pour prendre son assiette moi-même, pensant que je la poserais juste sur la table de la cuisine et que la discussion serait close. Mais il n'a pas lâché prise. Il tenait l'assiette fermement et je continuais d'essayer de la prendre. Nous ne crions pas ni rien, mais nous tirions tous les deux dessus. Puis c'est arrivé. Elle a glissé et s'est brisée partout sur le sol. Marc s'est levé et m'a dit d'arrêter d'essayer de faire de lui le problème. Il a répété « c'est ma maison » et a regardé autour de la table comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le soutienne. Personne n'a rien dit. Ma mère a commencé tranquillement à rassembler les enfants et ma sœur a chuchoté quelque chose à Chloé, qui se dirigeait déjà vers la porte. Je l'ai suivie, essayant de la faire rester, mais elle a dit « tu l'as encore choisi lui » et est sortie. Le dîner était essentiellement terminé à ce moment-là. Ma sœur et sa famille sont partis. Mes parents aussi. Personne n'a touché à son assiette. Marc s'est rassis comme si de rien n'était. Je suis resté dans le couloir un moment, puis j'ai nettoyé l'assiette moi-même. Nous n'avons pas parlé du reste de la nuit. Depuis, la maison est froide. Pas seulement émotionnellement. Marc m'a à peine dit 2 phrases complètes, sauf si c'est quelque chose de basique comme le courrier ou les factures. Il dit que je lui ai manqué de respect devant sa belle famille et que je l'ai humilié. Que j'ai pris le parti de la voleuse et que je l'ai traité comme s'il était jetable. Je lui ai dit plusieurs fois qu'il ne s'agissait pas de choisir entre eux. Il s'agissait de m'accorder une soirée avec ma fille. Une soirée avant qu'elle ne quitte la France. Il pense que c'est plus profond que ça. Et peut-être qu'il a raison. Il y a des choses qui s'accumulent sous la surface depuis un moment. De petites choses que j'ai ignorées parce que je ne voulais pas plus de tension, comme le fait que Marc n'a jamais demandé comment allait Chloé depuis qu'elle a déménagé. Il ne reconnaît pas ses anniversaires et ne mentionne même pas son nom à moins de se plaindre de ce qu'elle a fait. Même avant l'incident de la montre, il y avait des disputes. Il pensait qu'elle était irrespectueuse parce qu'elle ne disait pas bonjour. Elle pensait qu'il contrôlait parce qu'il faisait des commentaires sur ce qu'elle portait. J'avais l'habitude de leur dire à tous les deux d'être plus patients, mais cela n'a jamais mené à rien de durable. Chloé s'est excusée pour la montre. Elle m'a dit qu'elle avait merdé et qu'elle aurait aimé gérer ça mieux. Elle ne s'est pas cherché d'excuses et elle l'a remboursé jusqu'au dernier centime. Je ne me suis jamais attendu à ce que Marc pardonne et oublie, mais je ne pensais pas qu'il lui en tiendrait rigueur comme si c'était permanent. Quand elle a dit « reste à ta place », c'était mal. Oui, mais je pense que cela venait du fait de voir qu'il préférait prouver quelque chose plutôt que de la laisser s'asseoir pour dîner. Ce n'est pas un mauvais homme. Il travaille dur, s'occupe de la maison et pense toujours à faire le plein de ma voiture. Mais quand il s'agit de Chloé, il se ferme. C'est comme s'il n'y avait aucune version d'elle où elle n'est pas la fille qui l'a trahi. Il ne bougera pas. Il ne considérera pas que c'est peut-être encore une enfant qui a pris une mauvaise décision et a essayé de la réparer. Après Noël, Chloé m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle ne voulait pas revenir. Elle ira chez son père pendant les vacances. J'ai demandé si elle reconsidérerait, même juste pour un week-end, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'impression que je la protégeais quand c'était important. Ça a fait mal. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis allé à son spectacle de danse, je suis resté au téléphone pendant qu'elle pleurait après avoir déménagé, et je l'ai aidé à refaire sa demande de passeport et de visa étudiant. Je n'ai pas choisi Marc plutôt qu'elle, mais je n'ai pas non plus obligé Marc à déménager ou à abandonner le salon. Maintenant, je suis coincé à me demander si j'ai aggravé toute la situation. Si je lui avais dit de ne pas venir, est-ce que cela aurait été plus gentil? Si j'avais dit à Marc de prendre sur lui plus fermement, la soirée se serait-elle passée différemment? Il insiste toujours sur le fait qu'il n'a rien fait de mal. Nous n'en avons pas parlé depuis. Nous mangeons en silence. Il fait des commentaires sur les gens qui font du favoritisme et lui manquent de respect. Je l'ignore. Chloé part dans 2 semaines. Elle dit qu'elle ne veut pas de dîner d'adieu. Je pense qu'elle est sérieuse. Alors, je suis coincé. J'ai l'impression d'avoir essayé de garder les choses calmes, d'avoir essayé de faire en sorte que la soirée fonctionne pour tout le monde et d'avoir échoué. Marc ne bougera pas d'un pouce. Chloé en a fini. Et je suis là au milieu à essayer de comprendre si demander cette petite chose, juste un changement de place pour dîner, fait de moi le trou de balle. Commentaire. Commentaire 1. Attendez, laissez-moi bien comprendre parce que la façon dont vous présentez les choses semble glissante.
Votre fille a volé sa montre. La police est venue. Elle l'a remboursée. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas, prétendument. C'est se faire prendre et essayer de réparer les dégâts après coup. Et d'une manière ou d'une autre, dans votre esprit, c'est lui qui devait être accommodant. Vous vous attendiez à ce qu'il s'assoie seul dans la cuisine à Noël pendant que tout le monde mangeait normalement. Tout ça parce que la personne qui l'a volé se sent bizarre d'être assise près de lui. Bien sûr qu'elle se sent bizarre. Ce sentiment s'appelle la honte. Vous dites qu'elle avait ses raisons. Désolé, c'est des conneries. Tous ceux qui volent ont des raisons. Loyer, amis, désespoir, impulsion. Les raisons ne transforment pas le vol en un trait de caractère. Et le fait que vous présentiez toujours cela comme lui l'accusant au lieu d'elle l'ayant fait me dit exactement pourquoi il est si braqué. Vous n'avez pas demandé une petite faveur. Vous lui avez demandé d'accepter d'être mis à l'écart dans sa propre maison pendant que votre fille dictait les conditions. Je me fiche qu'elle quitte le pays ou non. Avoir 18 ans ne signifie pas qu'elle peut dicter le plan de table de Noël après avoir brûlé les ponts. TTB, tu es le trou de balle. Commentaire 2, j'ai l'impression que les gens passent à côté de quelque chose d'énorme ici. Votre mari n'a pas refusé de faire un compromis. Il a refusé d'être traité comme le problème alors qu'il ne l'était pas. Vous n'avez pas demandé à Chloé de rester civile. Vous ne l'avez pas corrigé quand elle l'a traité de connard. Vous ne l'avez pas empêché d'entrer déjà hostile. Vous avez juste pivoté directement pour le déplacer lui. Vous êtes choqué qu'il soit resté sur ses positions. Il a déjà perdu une montre liée à son père décédé, a eu des flics chez lui et n'a jamais reçu d'excuses sincères d'après ce qu'on entend. Maintenant, il est censé manger seul pendant que la personne qui l'a volé est assise confortablement avec la famille. Vous continuez à dire que c'était votre dernier Noël avec elle comme si cela annulait tout le reste. Ce n'est pas le cas. Si elle était sérieuse à l'idée de reconstruire quoi que ce soit, elle ne serait pas entrée en mode attaque. Et si vous vouliez que ce dîner fonctionne, vous auriez dû aborder son ton immédiatement au lieu de laisser passer et de vous retourner contre votre mari. Il a été généreux rien qu'en la laissant franchir la porte d'entrée. Vous avez soutenu la mauvaise personne au moment qui comptait le plus. TTB. Commentaire 3, ok, écoutez, je comprends votre point de vue, mais je comprends aussi pourquoi Marc est énervé. J'ai été le beau-père dans une maison où l'enfant m'en veut. Ça vous use. Vous marchez constamment sur des œufs. Et puis un jour, on vous dit que vous n'êtes pas le bienvenu à votre propre table le soir de Noël. Ça ne ressemble pas à une faveur. Ça ressemble à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous ne l'avez même pas soutenu quand elle l'a traité de connard devant tout le monde. Personne n'a rien dit. Imaginez être assis là pendant que les gens prétendent que votre présence est le problème. C'est dégradant. Et peut-être qu'il aurait dû aller à la cuisine pour avoir la paix. Mais on a demandé à cet homme d'abandonner sa dignité devant toute votre famille et de prétendre que c'est raisonnable. Ça craint. Ce que Chloé a fait l'année dernière était du vol. Appelez un chat un chat. Si cela avait été son enfant volant vos bijoux, seriez-vous cool de le voir de retour à table comme si de rien n'était? Marc agit peut-être froidement maintenant. Mais vous avez aidé à éteindre le chauffage. Mise à jour, les choses ne se sont pas calmées après Noël. Elles sont allées dans la direction opposée. J'écris ceci parce que beaucoup de gens dans les commentaires ont fait des suppositions sur moi et ma fille qui ne correspondent pas à la réalité. Et parce que la situation a continué à changer d'une manière que je n'avais pas prévue, mais que je n'ai pas non plus arrêtée. Tout d'abord, quelques clarifications pour les gens qui me traitent de déséquilibré ou disent que je suis manipulé par une fille de 18 ans. Chloé ne dirige pas ma vie. Elle ne vit pas ici. Elle ne demande pas d'argent, de logement ou de faveur. Elle quitte la France par ses propres moyens et a un endroit chez son père quand elle est dans le pays. Ce qu'elle demandait, c'était de l'espace par rapport à un homme qui a impliqué la police dans un conflit familial et n'a jamais essayé de réparer quoi que ce soit par la suite. Si vous pensez que c'est déraisonnable, nous vivons dans des mondes différents. Après Noël, Marc a agi comme si rien ne s'était passé, sauf le fait que je lui ai manqué de respect. Aucune reconnaissance du fait que le dîner a explosé. Aucun commentaire sur ma fille partant en larmes. Aucune réflexion sur l'assiette brisée ou pourquoi tout le monde est parti. Juste un silence froid et des commentaires passifs sur les principes et sa maison. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de cuisiner pour lui. Pas comme une cascade. Je ne me sentais juste pas bien de jouer à l'épouse alors que je me sentais comme une invitée dans mon propre mariage. Environ une semaine plus tard,
je lui ai dit directement ce dont j'avais besoin s'il y avait une chance d'avancer. Je lui ai demandé de s'excuser auprès de Chloé. Pas un vague, désolé que les choses aient mal tourné, mais des excuses qui reconnaissaient son rôle dans le fait qu'elle se sente indésirable. Je lui ai aussi dit que s'il voulait vraiment qu'elle revienne un jour dans cette maison, il devait l'inviter lui-même et lui servir le dîner de la même manière qu'il sert les invités qu'il respecte. Il a ri à cela et a demandé si j'étais sérieuse. Je l'étais. Il a refusé. Il a dit qu'il ne supplierait pas une adulte qu'il a volée. Il a dit que je lui demandais de s'humilier, mais il a déjà humilié notre famille en gelant une adolescente de façon permanente pour quelque chose qu'elle a payé et admis. Nous avons touché un mur là. Quelques jours après cela, il a invité son fils, milieu de la vingtaine, à rester avec nous pendant une semaine. Il ne m'a pas demandé. Il m'a dit après que les plans ont été faits. J'ai pris cela comme le fait de planter son propre drapeau dans la maison, indiquant clairement que mes sentiments et le confort de ma fille ne faisaient même plus partie de l'équation. Son fils ne m'a jamais aimé. Il fait des commentaires sur l'éducation laxiste et les enfants d'aujourd'hui qui ont besoin de conséquences. L'avoir ici semblait délibéré. Vers cette époque, Marc a également mentionné l'utilisation de sa prime de travail pour faire un court voyage avec son fils. Aucune conversation sur le timing, l'argent, ou si c'était le bon moment, juste une annonce. C'est à ce moment-là que j'ai tranquillement séparé mes finances. J'ai ouvert mon propre compte et j'y ai transféré ma part des économies. Je ne l'ai pas caché. Je n'ai juste pas demandé la permission. Certaines personnes appelleront cela sournois. J'appelle cela de l'autopréservation. Nous nous sommes disputés davantage après cela. Il m'a accusé d'essayer de transformer la maison en territoire de Chloé. Je lui ai dit qu'il l'avait déjà transformée en terrain hostile bien avant Noël. C'est là que j'ai dit quelque chose qui, je le sais, a dérangé beaucoup de commentateurs quand je l'ai mentionné plus tôt. J'ai dit que Chloé passera toujours en premier. Je ne l'ai pas dit pour être cruel. Je l'ai dit parce que c'est la vérité et prétendre le contraire n'a aidé personne. Une autre chose sur laquelle les gens se sont accrochés était l'idée que j'invente des accusations. Je dois être très clair ici. J'ai dit à Marc que s'il continuait à pousser ce récit selon lequel Chloé est une ratée irrécupérable, j'arrêterais de protéger son image auprès de ma famille. Je crois sincèrement que certaines des façons dont il l'a traitée quand elle était plus jeune étaient mauvaises. Suspicion constante, remarque passive, tenir les comptes. Non, il ne l'a pas frappée. Non, il n'y avait rien de criminel. Mais je crois que les dommages émotionnels comptent quand même si Internet adore les minimiser. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller sur ce terrain s'il pouvait juste écouter pour une fois. Il a pris cela comme une menace. Je l'ai pris comme de l'honnêteté. À un moment donné lors d'une autre dispute, j'ai enregistré une partie de notre conversation. J'assume. Je n'essayais pas de le surprendre en train de dire quelque chose de dramatique. Je voulais entendre plus tard si j'étais vraiment aussi méprisante et injuste qu'il ne cesse de le dire. Quand il l'a découvert, il était furieux. Il a dit que j'avais franchi une autre ligne. Je lui ai dit que la confiance avait déjà été érodée bien avant que j'appuie sur enregistrer. Quelques jours avant le départ de Chloé, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de dîner d'adieu. Je suis allé la voir seule à la place. Marc n'a pas demandé où j'allais. Quand je lui ai dit plus tard qu'elle avait dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je restais marié avec lui après l'incident de la montre, il a dit « Bien. » Elle n'a pas à comprendre. Je me fiche que mon mariage se termine. Cette réalisation n'est pas venue avec des drames ou des larmes. Elle est venue tranquillement, assise sur le canapé pendant que lui et son fils regardaient la télé et parlaient de projets qui ne m'incluaient pas. J'en ai assez qu'on me dise que la loyauté envers mon enfant est une sorte d'échec moral. J'en ai assez des gens en ligne qui prétendent que des excuses sont une faiblesse et que les mères sont censées abandonner émotionnellement leurs enfants dès qu'ils ont 18 ans. Aux commentateurs qui continuent de répéter qu'elle l'a volé. Oui, elle l'a fait. Elle l'a admis. Elle a payé pour ça. Elle a perdu sa maison à cause de ça. Si votre version de la justice nécessite un exil à vie et une humiliation publique, c'est votre problème, pas le mien. Je ne demande plus de validation. Je demande si quelqu'un voit une voie à suivre qui n'implique pas que je me fasse toute petite, que je réduise ma fille au silence et que je prétende qu'il s'agit juste d'un siège à une table, parce que de là où je suis, les dégâts ont été faits bien avant Noël et j'ai fini de les absorber en silence. Commentaire. Commentaire 1. Vous agissez comme si vous aviez l'ascendant moral parce que vous avez décidé que la loyauté envers votre enfant signifie écraser quiconque ne rentre pas dans le rang.
Vous ne défendez plus une enfant. Vous défendez une adulte qui a commis un vol, a dit à quelqu'un de rester à sa place, et s'attend toujours à ce que vous soyez son équipe de nettoyage quand les choses deviennent inconfortables. Elle ne vit pas là. Elle n'est pas votre coparent. C'est votre enfant. Oui, mais cela ne signifie pas que tous les autres dans votre vie deviennent jetables. Vous n'avez pas juste arrêté de cuisiner. Vous lui avez donné des conditions, excuse-toi, serre-la, supplie-la de revenir, et quand il ne l'a pas fait, vous l'avez coupé et avez imposé votre propre récit. Vous avez même commencé à préparer le terrain pour brûler sa réputation auprès de votre famille. Il est peut-être émotionnellement indisponible ou rancunier, d'accord. C'est juste de le souligner, mais votre version de réparer cela a été de faire de lui un citoyen de seconde zone dans sa maison. Personne ne gagne ici, mais ne réécrivez pas l'histoire comme si vous étiez la seule à souffrir. Commentaire 2, vous pensez sérieusement que vous sortez de ça en ayant l'air d'être la personne rationnelle. Vous vous êtes trahi dans chaque paragraphe. Vous voulez que votre mari supplie pour obtenir le pardon et serve un putain de repas à votre fille comme si elle était de la royauté. Et vous avez inventé ce récit selon lequel elle est une victime parce qu'elle s'est sentie anxieuse après avoir été prise en train de voler et lui avoir dit de rester à sa place. Votre logique est tellement tordue que vous inventez des traumatismes pour justifier le chantage émotionnel. Et maintenant vous jouez au dictateur de la maison, coupez la nourriture, divisez l'argent, commencez à l'enregistrer et l'isoler de votre famille. Vous avez déjà décidé que ce mariage est terminé. Vous essayez juste de le brûler avec assez de drame pour que personne ne puisse vous blâmer quand il s'effondrera. J'espère qu'il voit cela pour ce que c'est et partira avant que vous ne le traîniez devant le tribunal avec votre version tordue des événements. Et quand il sera temps de diviser les biens et la garde de ce qu'il reste de cette vie, ne soyez pas choqués si les tribunaux ne croient pas à l'excuse, mais c'est ma fille, pour la guerre psychologique. Vous êtes devenue vindicative et tout est écrit maintenant. Commentaire 3, vous jouez à un jeu méchant et agissez comme si c'était de la maternité. Vous n'avez pas juste défendu votre fille. Vous avez inventé des accusations dont vous avez admis qu'elles étaient, en quelque sorte vraies, dans votre tête et les avez agitées au-dessus de votre mari comme un chantage. C'est dégoûtant. On ne lance pas des accusations de violence psychologique juste pour faire céder quelqu'un. C'est le genre de merde pour laquelle des gens perdent leur carrière et la garde de leurs enfants. Et la façon dont vous parlez de son fils. Vous avez toujours détesté ce gosse et maintenant vous agissez comme si le fait qu'il se montre était une sorte de jeu de pouvoir. Peut-être que Marc l'a amené parce que vous avez indiqué très clairement que votre fille peut l'insulter et être quand même traitée comme une reine. Alors, pourquoi diable ne devrait-il pas amener son propre enfant? Vous n'essayez pas de réparer quoi que ce soit. Vous voulez un divorce sans le dire, pour pouvoir continuer à vous sentir comme la personne lésée. J'espère que Marc le comprendra et vous laissera brûler ce pont toute seule. Mais ne soyez pas surprise quand le juge ne sera pas influencé par votre journal émotionnel, et commencera à demander pourquoi vous avez vidé les comptes, utilisé des enregistrements comme arme et essayé de redorer le blason du vol comme un moment de complicité. Mise à jour, juste après mon dernier post, j'ai envoyé par la poste une nouvelle clé de la maison à Chloé. Je l'ai envoyée avec une note qui disait « Tu auras toujours une maison ici ». Je ne l'ai pas dit à Marc. Je ne m'en souciais pas. Elle ne revenait pas, mais j'avais besoin qu'elle sache que peu importe ce que disent les autres, je ne la mettrai pas dehors. Cela n'a jamais été une option pour moi. Puis tout s'est effondré en même temps. Après des mois de silence, Marc a demandé le divorce dans mon dos. Je l'ai appris par son avocat quand j'ai reçu une lettre me demandant de répondre. Il ne m'en a pas parlé. Il avait déjà commencé à trier les comptes, à lister les actifs et même à recueillir des références de moralité. Certaines de ces références étaient des personnes que je considérais comme des amis. Il leur a dit que j'étais émotionnellement instable, que je manipulais le foyer, que je lui coupais les vivres et que j'utilisais le vol de notre fille pour justifier de le maltraiter. Il n'a jamais mentionné qu'il avait refusé de s'excuser pour ce qu'il avait fait ou qu'il avait amené son fils comme un putain d'intrus dans ma maison pour prouver quelque chose. Je ne pouvais pas me permettre un bon avocat. J'ai utilisé le reste de mes économies pour engager quelqu'un de bon marché et agressif. Elle m'a conseillé de commencer à tout documenter. Alors, je l'ai fait. J'ai commencé à écrire des entrées sur la façon dont Marc traitait Chloé dans le passé, comment il critiquait ses vêtements, surveillait chacun de ses mouvements et la traitait comme un suspect bien avant l'incident de la montre. J'ai dénoncé à quel point il était froid et comment il la faisait se sentir en danger. Je n'ai rien inventé, mais j'ai fortement orienté les choses. Je voulais un dossier qui racontait la vérité à ma façon. Au milieu de tout ça,
je suis entré dans la cuisine et j'ai surpris Marc en train de m'enregistrer pendant une dispute. J'avais élevé la voix. Oui, j'étais énervé, fatigué et acculé. Mais le téléphone était posé sur le comptoir, en train de regarder. Il a dit que c'était pour sa sécurité. C'est là que j'ai su qu'il planifiait ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'étais la seule à encore essayer de réparer quelque chose qui avait déjà disparu. Puis est venu son fils. Nous nous sommes battus. J'en avais marre des regards suffisants et des commentaires sarcastiques sur la façon dont j'avais ruiné son père. Je lui ai dit qu'il n'était plus le bienvenu ici. Il m'a dit qu'il s'assurerait que Marc ne me donne jamais un centime de plus que ce que je méritais. Je lui ai dit de sortir. Marc est entré et a pris son parti. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À peu près au même moment, j'ai accédé à notre compte d'investissement commun et j'ai trouvé de l'argent manquant. Pas juste un peu, presque un tiers. Déplacé avant que les papiers du divorce ne soient déposés. Mon avocate a dit qu'il le réclamerait probablement comme préparation ou bien propre s'il avait des documents, ce dont je suis sûr qu'il avait. Il m'a eu. Je pensais être la seule à être tactique. Il s'avère que je ne faisais que réagir à un jeu qu'il avait déjà tracé. Puis, sorti de nulle part, Chloé a été arrêtée pour vol à l'étalage. J'ai reçu un appel au milieu de la nuit. J'ai cru que c'était une erreur. Ce n'en était pas une. Elle a pris des vêtements, du maquillage et d'autres trucs dans un grand magasin avec une amie, s'est fait prendre et a essayé de s'en sortir en bluffant. La sécurité a appelé la police. Elle a été inculpée. Et puis mon ex m'a appelé. Il a dit, elle continue de faire de mauvais choix parce que tu continues de la protéger des retombées. Je ne le ferai plus. Tu dois te débrouiller avec ça. Et il a raccroché. Je l'ai supplié de ne pas l'abandonner juste avant ses études à l'étranger. Il a dit qu'elle avait de la chance que cela se soit produit ici et pas dans un autre pays. Que si elle voulait quitter la France avec un visa étudiant, cette accusation pourrait tout gâcher. Il n'a pas tort, mais je suis la seule à essayer de réparer ça. Alors, je suis allé voir Marc. Je lui ai demandé de m'aider à payer sa caution, d'aider à parler à un avocat, n'importe quoi. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Il m'a dit, tu as fait tes choix. Tu l'as élevé comme tu voulais. Maintenant, tu gères. Et il est parti. Personne dans ma famille n'a voulu aider non plus. Il s'était déjà éloigné. Après que Chloé a eu une dispute avec ma mère et ma sœur, leur disant d'arrêter de parler de ma vie comme si c'était leur commérage, elles l'ont coupé. Elles ont dit qu'elle était irrespectueuse et imbue d'elle-même. Je l'ai défendue, je leur ai dit qu'elle n'avait jamais aimé son indépendance. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Elles m'ont bloqué quelques jours plus tard. Je n'ai plus personne. Puis est venu le tribunal. Les audiences de divorce ont commencé. Et la façon dont l'avocat de Marc m'a dépeinte, c'était comme regarder quelqu'un m'arracher le visage et mettre un masque avec mon nom dessus. Il est apparu calme, patient et généreux. Il avait même des journaux écrits d'incidents à la maison. Il a dit que je l'avais isolé, retourné sa belle-fille contre lui, vidé les comptes, refusé l'intimité et menacé de fausses accusations. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le tribunal l'a cru. J'ai perdu. J'ai presque tout perdu. La maison est en train d'être vendue. Il a obtenu plus d'économies. Je dois des frais d'avocat que je ne peux pas couvrir. Je pourrais même avoir à aider à payer les siens si mon appel échoue. Les accusations contre Chloé sont toujours en suspens. Le programme international a gelé son inscription. Elle vit chez une amie maintenant. Elle ne veut pas retourner chez son père. Elle n'a nulle part ailleurs où aller et je n'ai plus rien à donner. Elle a pleuré au téléphone hier soir et m'a demandé si je regrettais tout. Je lui ai dit que je referais tout pareil, que je me fiche de ce que les gens disent. C'est ma fille. Cela n'a pas changé. Mais me voilà. Tout le monde le croit. Même les gens qui me soutenaient agissent maintenant de manière distante et polie comme si j'étais radioactive. Je vérifie mon téléphone 10 fois par jour en attendant que quelque chose, n'importe quoi, change. Mais tout ce que je reçois, ce sont des emails concernant des délais légaux et des paiements manqués. Il a gagné. Il s'en sort en ayant l'air d'être le type stable. La victime, le mari lésé qui a essayé et s'est fait éjecter. Et je me retrouve avec une fille faisant face à des accusations criminelles, une montagne de dettes et une réputation en cendres. Est-ce que je regrette de l'avoir défendue? Non.
Est-ce que je pense que j'ai géré ça parfaitement? Non plus. Mais j'étais seul dans cette maison bien avant le divorce. J'étais la seule à la voir comme plus qu'un problème. J'ai fait ce que je pensais qu'une mère était censée faire. Et maintenant, je n'ai plus rien. Juste une clé que j'ai envoyée par la poste et une fille qui n'a plus de seconde chance. Tout ce que j'ai jamais demandé, c'était que quelqu'un, juste une personne, lui accorde la grâce qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Et peut-être que si quelqu'un l'avait fait, nous n'en serions pas là. Mais nous y sommes. Commentaire. Commentaire 1. Vous vous êtes assuré que chaque pont brûle avec de l'essence que vous avez allumée vous-même. Vous avez repoussé votre famille, détruit la réputation de votre mari auprès de quiconque voulait l'écouter, et utilisé le vol de votre fille comme justification pour faire exploser le foyer. Et maintenant vous êtes choqué que tout le monde soit parti. Ce qui ressort vraiment, c'est la façon dont vous avez continué à monter un dossier au lieu de construire un avenir. Vous n'essayez pas de réparer quoi que ce soit. Vous essayez de vous préparer à la guerre, en documentant, en façonnant des histoires, en laissant des clés comme si vous mettiez en scène un retour. Ce n'était pas de la loyauté. C'était une obsession d'avoir raison. Et ne commencez même pas avec « tout le monde le croit ». Peut-être qu'ils ont juste vu les choses se dérouler au fil du temps et ont réalisé que vous étiez celle qui a arrêté de faire des compromis, arrêté d'écouter et commencé à frapper tout ce qui ne rentrait pas dans le rang. Commentaire 2. Les accusations de Chloé sont un miroir de tout ce que vous avez refusé de gérer. Elle a passé des années à apprendre que quelqu'un absorberait toujours les retombées pour elle, et vous vous êtes assuré que ce quelqu'un soit vous. Je ne doute pas que vous l'aimez, mais vous l'avez si complètement protégée de la responsabilité qu'elle est entrée dans l'âge adulte en croyant que les conséquences étaient facultatives. Et Marc, il n'a pas perdu la tête quand l'assiette s'est brisée ou quand les insultes sont venues ou même quand vous l'avez gelé. Il est parti quand vous avez indiqué clairement que vous brûleriez toute votre vie juste pour empêcher votre fille de ressentir de l'inconfort. Et honnêtement, beaucoup de gens auraient abandonné bien plus tôt. Vous êtes debout dans les cendres à vous demander pourquoi personne ne se précipite pour vous sauver. Mais la vérité est que la plupart d'entre eux ont déjà essayé. Ils ont reculé quand il est devenu clair que vous ne vouliez pas d'aide. Vous vouliez de la loyauté. Et ils ne pouvaient pas donner ça sans sacrifier leur propre santé mentale. Commentaire 3. À la minute où votre mère et votre sœur vous ont coupé, vous auriez dû savoir que ce n'était pas juste tout le monde qui prenait son parti. Vous avez commencé à réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à une version de vous-même où vous étiez la seule personne qui s'en souciait. Mais les gens ont vu clair. Vous avez transformé les problèmes de Chloé en absolus moraux et traité quiconque ne la favorisait pas comme un ennemi. Et voici la partie qui craint. Vous auriez probablement pu garder votre mariage. Peut-être pas parfait, peut-être pas proche, mais intact si vous aviez fait une pause juste une fois et vous étiez demandé si l'amour signifie parfois prendre du recul. Mais vous ne pouviez pas. Vous aviez besoin d'avoir raison. Même maintenant, vous vous présentez toujours comme celle qui a été trahie. Le tribunal ne vous a pas laissé tomber. Votre famille ne vous a pas abandonné. Ils ont juste arrêté de jouer le jeu. Deuxième histoire. Je pense rompre avec mon fiancé parce qu'il a honte que mes parents soient polis. Je suis assise en pyjama, furieuse à propos de toute cette histoire et mon fiancé agit comme s'il n'avait aucune responsabilité là-dedans. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle. Quand j'avais environ 4 ans, mes parents m'ont présenté leur amie Rose. Elle a commencé à passer beaucoup de temps avec nous et a fini par emménager. Ils ont toujours été des amis très proches et elle était très bonne avec moi, mais je ne trouvais rien de bizarre à cela. Beaucoup de gens que je connaissais vivaient avec de la famille, alors je pensais que c'était comme ça. Quand j'étais préadolescente, ils m'ont expliqué qu'ils étaient tous ensemble, pas de la polygamie ou une situation de femme-sœur, mais Rose était amoureuse d'eux et sortait avec mes 2 parents. C'était un peu déstabilisant, mais je l'ai accepté, et honnêtement, cela n'a pas changé grand-chose. Rose était toujours l'une des personnes qui m'aidait pour mes devoirs, participait au dîner, m'apprenait à faire du vélo, etc. Elle était là pour chaque grand moment, même les tristes. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont commencé à s'embrasser devant moi, mais rien de dégoûtant, juste les bisous typiques de parents ou quoi que ce soit. Je savais que ce n'était pas la norme pour toutes les familles. Mes amis étaient d'accord avec ça quand ils l'ont découvert. Tous leurs parents n'étaient pas aussi compréhensifs ou tolérants, mais nous étions assez grands pour nous voir en dehors de nos maisons, et cela ne m'a pas beaucoup impacté socialement. 2 fois, j'ai eu un petit ami qui trouvait ça bizarre, mais cela a été révélé tôt dans notre relation, donc ce n'était pas un énorme chagrin d'amour. Je suis avec mon fiancé,
Thomas, depuis 3 ans. Nous sommes fiancés depuis 1 an. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai expliqué pour mes parents et il était cool avec ça. Il a traîné avec eux et a passé des vacances avec nous. Sa famille vit à l'autre bout du pays et ils n'ont pas pu prendre le train ou l'avion pour nous rendre visite souvent. Nous n'avons pu nous permettre qu'un seul voyage là-bas depuis que je sors avec lui. La première fois que je les rencontrais, j'ai demandé à mon petit ami de parler à ses parents de mes parents et de Rose et de me dire ce qu'ils en disaient. Il m'a dit qu'ils étaient complètement d'accord avec ça. Chaque fois que nous nous voyons, cela n'est jamais venu spécifiquement sur le tapis, mais je mentionnais Rose en passant, et personne ne sourcillait, alors je pensais que tout allait bien. Cette année, ses parents ont pu nous rendre visite pour le déjeuner de Noël. Mon fiancé et moi recevions. Mes parents et Rose venaient aussi. Encore une fois, je ne pense pas grand-chose de tout ça. Tout le monde est sous le même toit. Tout est agréable et joyeux. Puis, à un moment donné, je vais vérifier la nourriture. Et quand je ressors, les choses sont visiblement gênantes. Les parents de mon fiancé, mes parents et Rose ont tous l'air mal à l'aise. Mon fiancé a l'air agacé. Je demande ce qui ne va pas, mais personne ne veut me le dire. J'annonce maladroitement qu'il est temps de manger, et le repas est silencieux. Dehors, mes parents et Rose interagissent avec moi. Les parents de mon fiancé partent pour leur hôtel dès que nous avons fini de manger et ne prennent pas la peine de rester pour le dessert. Je suis encore plus confuse. Ma mère finit par m'attirer dans l'autre pièce et m'explique que pendant que je vérifiais la nourriture, elle, mon père et Rose parlaient d'un voyage qu'ils vont faire. Les parents de mon fiancé ont semblé confus et la mère de mon fiancé a demandé « Rose vient avec vous ?» Ma mère avait dit « Bien sûr », ce qui a semblé les perturber. Ma mère a alors dit qu'elle avait expliqué qu'ils étaient tous dans une relation ensemble et cela les a encore plus perturbés. Elle m'a dit qu'elle était blessée. J'ai menti en disant que ses parents étaient d'accord avec eux. Cela n'aurait pas changé le fait qu'ils soient venus, mais ils auraient fait plus attention à ne pas rendre la situation gênante. Je leur ai dit que je n'avais pas menti du tout. Mon fiancé m'avait dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Elle s'est excusée de m'avoir accusé, et je me suis excusé qu'elle ait traversé ça. Elle, mon père et Rose sont partis peu de temps après. Mon fiancé et moi avons eu une énorme dispute après ça. Il a dit qu'il ne savait pas comment leur dire, alors il ne l'a tout simplement pas fait. Je lui ai dit qu'il me mentait depuis 2 ans et demi et qu'il avait mis tout le monde dans une position inconfortable. J'ai demandé ce que ses parents pensaient et il leur avait dit que Rose était ma tante qui vivait avec eux pour économiser sur le loyer. Je lui ai demandé ce qu'il s'attendait à ce qu'il se passe. Mes parents et Rose ne se roulent pas des pelles et ne s'affichent pas devant les gens, mais quand ils sont dans ce qu'ils supposent être des espaces sûrs, ils agissent comme s'ils étaient en couple. Il prétend que c'est entièrement la faute de ses parents d'avoir été dégoûtés et d'avoir rendu la situation gênante. J'ai dit, non, c'est de sa faute. Il a menti à tout le monde et a rendu la situation terrible pour tout le monde. Bien sûr, ses parents auraient pu agir normalement et ils sont fautifs de ne pas s'être repris et d'avoir essayé de passer un bon repas, mais il est quand même plus en tort. Il a juste persisté et a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Il est maintenant en colère contre moi et dit que je ne devrais pas le blâmer pour ça et qu'à la place je devrais juste être en colère contre ses parents. Je suis tellement confuse et perdue et je me demande si je deviens folle d'être en colère contre lui. Commentaire. Commentateur 1. Votre fiancé a tellement tort ici pour les raisons exactes que vous avez identifiées. Il n'y a même aucune preuve que ses parents étaient embarrassés par le polyamour. Ils auraient tout aussi bien pu être embarrassés que leur fils leur ait menti. OP, Élise, ouais, je ne leur ai pas parlé, donc je ne connais évidemment pas leurs pensées. Si c'était juste beaucoup à gérer d'un coup, ou s'ils se sentaient embarrassés d'avoir été initialement désagréables à cause de la confusion sur la présence de Rose aux vacances. Commentateur 2, OP, j'enverrai un texto ou un email pour leur dire que vous êtes désolé qu'ils ne savaient pas. Que vous avez demandé à votre fiancé de leur parler de la dynamique familiale il y a plusieurs années lorsque vous avez commencé à sortir ensemble et qu'il vous a dit qu'il l'avait fait et que vous n'aviez aucune question ou problème. Vous n'avez découvert qu'à Noël qu'il avait menti et qu'en conséquence il y a eu de la confusion et de la gêne. Vous êtes désolé qu'il n'ait pas été informé de la relation inhabituelle avant de se retrouver face à face avec vos parents et Rose et d'être embarrassé de ne pas connaître les faits et pour l'atmosphère inconfortable et gênante qui s'en est suivie. De cette façon, vous ne vous excusez pas pour vos parents et leur choix parce que ce n'est pas votre responsabilité et qu'il n'y a rien à excuser, et vous mettez le blâme exactement là où il doit être, sur le gars qui était trop embarrassé pour discuter d'un trouble avec ses parents et a menti pendant des années pour couvrir ça. PTB,
pas le trou de balle. OP, c'est une bonne idée. Je vais les contacter demain matin. Commentateur 3, PTB, votre fiancé est fautif d'avoir menti. Je ne blâmerai pas ses parents pour leur réaction. Vous allez voir des réactions similaires à l'avenir si vous décidez de passer à autre chose. Votre norme ne sera pas la norme des autres. Alors, préparez-vous à attendre plus longtemps pour le bon dont la famille sera à l'aise avec cette situation. En espérant que vous pourrez résoudre cela avec lui et qu'il accepte qui vous et votre famille êtes. OP, je ne serai pas surprise s'ils sont mal à l'aise. Comme je l'ai dit, j'ai déjà géré cela avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ma famille et moi avons appris à naviguer là-dedans. C'est juste le fait qu'il a menti et nous a tous mis dans une situation qui a rendu les choses gênantes. Commentateur 4, PTB. Est-il habituellement réticent à avoir des discussions difficiles? Je ne dirais pas que c'est 100% rédhibitoire, mais cela soulèverait des questions sur sa capacité à affronter des choses aux conversations difficiles. Il a merdé en n'ayant pas la conversation avec ses parents, en vous mentant à ce sujet, et dans sa réaction après. OP, c'est la première fois que je le surprends à mentir sur quelque chose, mais il a tendance à éviter les conflits. Il est du genre à être d'accord avec quelque chose juste pour mettre fin à la conversation. Nous avons travaillé là-dessus, et je lui ai dit que c'est ok si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Il n'a pas à se plier à ce que je veux ou ce que quelqu'un d'autre veut. Il peut avoir des opinions aussi. Mais en général, il dit juste « ça ne me dérange pas d'une manière ou d'une autre » quand il s'agit de la plupart des choses, ce qui peut être frustrant, surtout ici. OP clarifie la relation entre ses parents et Rose. OP, j'ai dit que ce n'est pas de la polygamie, qui est quand elles sont là pour servir l'homme. Ils ne prétendent pas non plus être tous mariés les uns aux autres. C'est du polyamour. Note de l'éditeur, la polygamie est la pratique d'être marié à plusieurs conjoints, un homme avec plusieurs femmes. Le polyamour est une forme de non-monogamie consensuelle qui implique d'avoir plusieurs relations romantiques et ou sexuelles en même temps avec la pleine connaissance et le consentement de toutes les personnes impliquées. Mise à jour. Salut tout le monde. Donc, je suis là avec une mise à jour. Avant d'entrer dans la façon dont la discussion avec les parents de mon fiancé s'est passée, je veux répondre à certaines questions que beaucoup de gens n'ont cessé de poser. Pourquoi n'ai-je pas dit moi-même à ses parents pour mes parents et Rose? C'était un point pertinent. Bien que je ne croie toujours pas que ce soit de ma faute pour ce qui s'est passé, j'ai compris le point de vue selon lequel c'était ma situation et ma famille et c'est quelque chose qu'au minimum nous aurions dû faire ensemble. Je suppose que quand il s'agit de situations comme celle-ci, les gens en parents découvrant les miens, généralement des amis, ils le font juste pour moi. Ce n'est pas quelque chose que je leur demande de faire. Ils me demandent généralement la permission avant que nos familles ne se rencontrent et je dis oui. Je pensais que ce serait plus facile si mon fiancé leur disait avant notre arrivée pour que ce ne soit pas juste moi qui déballe tout, salut, ravi de vous rencontrer enfin. Au fait, mes parents sont dans un polycule, mais avec le recul, oui, je peux reconnaître que j'aurais dû proposer de leur dire en tant que couple. Cela étant dit, s'ils se sentaient si mal à l'aise de le faire seuls, j'aurais aimé qu'ils me le disent. Est-ce que ses parents pensent que mes parents et Rose sont apparentés? Je me sens vraiment stupide de ne pas avoir pensé à cela à l'époque. Dans ma famille, le terme « tante » est utilisé de manière large. Cela ne signifie pas la sœur d'un parent. J'ai beaucoup de tantes et d'oncles qui ne sont pas liés biologiquement à mes parents mais qui ont été des figures d'influence proches dans ma vie, d'où les titres. Donc, quand j'ai découvert qu'ils supposaient que Rose était une tante, mon esprit est juste allé vers « ami de la famille ». Mais bon sang, en réalisant qu'ils pensaient probablement que c'était une situation type fleur captive. Sans blague, ils ont paniqué. Je me sens bête de ne même pas avoir envisagé cela. Certains ont dit que cette situation est inhabituelle et même s'ils ne supposent pas que c'est une publicité ricorée, il est naturel qu'ils aient besoin d'une minute pour traiter ou qu'ils ne l'acceptent jamais du tout. Beaucoup ont posé des questions sur des raisons religieuses ou culturelles. Sa famille n'est pas religieuse, et ils ne viennent pas non plus d'une culture conservatrice. Cela étant dit, je peux comprendre pourquoi c'est bizarre pour les gens et pourquoi ils peuvent avoir besoin d'une minute ou avoir du mal à l'accepter même sans ces choses. Je pense que je suis juste devenue protectrice envers mes parents et Rose sur le moment. Surtout en voyant à quel point ma mère était blessée à ce moment-là. Oui, elle y est habituée, mais cela ne veut pas dire que ça ne pique pas quand on est rejeté. Nous sommes tous humains. En fin de compte, chacun a droit à ses propres opinions. J'ai aussi droit à mes sentiments.
Je comprends tout à fait que tout le monde n'acceptera pas ma famille. Cela ne signifie pas que je n'ai pas le droit d'en être blessé. Si je ne peux pas contrôler les sentiments des autres, cela vaut dans les deux sens. Quelqu'un a demandé, et si vous ne trouviez jamais un partenaire qui accepte cela? Ou, et si vous ne trouviez jamais un partenaire dont la famille le fait? Et la vérité est que je n'ai pas besoin que leur famille l'accepte. Juste qu'il soit respectueux. Quant à un partenaire, je pensais en avoir trouvé un qui l'était, et même si je ne le faisais jamais. Eh bien, je préférerais avoir ma famille n'importe quel jour. Quoi qu'il en soit, passons à la mise à jour. Comme pour le point numéro 2, j'ai réalisé que le contexte qui leur manquait jouait peut-être un rôle. Donc, tôt ce matin, j'ai envoyé un texto et demandé si nous pouvions nous rencontrer et parler. Ils étaient tout à fait d'accord. J'y suis allé sans mon fiancé car nous ne nous parlions toujours pas vraiment. Nous nous sommes rencontrés pour le petit déjeuner et la première chose que j'ai demandé était qu'ils donnent leur version. Comme la plupart d'entre vous s'y attendaient, la bizarrerie et le jugement qu'ils émettaient étaient parce qu'ils supposaient que Rose était la sœur de ma mère. Ils ont en fait semblé soulagés quand j'ai expliqué toute l'histoire et sont solidaires. Ils veulent se rencontrer à nouveau correctement. Je ne voulais pas entrer dans tout le truc, je ne sais pas où votre fils et moi en sommes, car ce n'était pas leur problème. Cependant, la mère de mon fiancé a clarifié, donc, Thomas connaissait la vraie histoire tout ce temps et a menti. J'ai été honnête et j'ai dit oui. J'ai dit que j'aurais peut-être dû m'assurer qu'il leur avait effectivement dit, mais son père a interrompu et a dit que s'il avait promis de leur dire, alors c'était à lui de le dire. Ils étaient tous les deux très déçus de lui. Ils ont en fait dit ce que beaucoup d'entre vous ont dit. Même s'il a menti pendant tout ce temps, il aurait dû parler quand les choses sont devenues gênantes et apaiser la situation ou même me prendre à part. Ils se sentaient encore plus mal. Mais je leur ai dit que ce n'était pas leur faute. Compte tenu du contexte de la situation, je ne les blâme pas d'avoir agi bizarrement. La réunion s'est terminée sur une note positive. Nous étions tous censés déjeuner plus tard, mais étant donné tout ce qui se passait avec mon fiancé, je ne me sentais pas bien d'y aller, alors je l'ai laissé y aller seul. J'ai prévenu ses parents à l'avance, et ils ont compris. Quand mon fiancé est revenu du déjeuner, il s'est excusé. Il a dit qu'il ne savait pas comment leur dire et qu'il avait toujours l'intention de le faire. Il espérait aussi que cela viendrait naturellement sur le tapis. J'ai souligné que ce n'était pas juste qu'il ne leur avait pas dit. Il a activement menti. Bien sûr, ils n'ont jamais soupçonné que Rose était autre chose qu'une tante dans mes histoires parce que c'est le mensonge qu'il a planté. Il était sincère dans ses excuses. Mais ensuite, il a mentionné qu'il s'était fait passer un savon par ses parents. Et je me demande s'il se serait excusé s'il ne lui avait pas dit quel connard il était. J'ai dit que je comprenais s'il se sentait bizarre de leur dire, mais il aurait dû me le dire. Nous aurions pu naviguer dans cette merde ensemble. Au lieu de cela, il a laissé exploser et n'a rien fait pour aider à nettoyer. Il n'a pas non plus pris ses responsabilités jusqu'à ce que maman et papa le grondent. Il a fait passer mes parents et Rose pour des méchants. M'a fait paraître encore pire. Et le plus important, il m'a menti à moi et à ses parents pendant 2 ans et demi. Comment suis-je censé lui faire confiance à nouveau pour quoi que ce soit? J'ai énuméré certains des exemples que vous avez donnés. Il est devenu silencieux et a dit qu'il comprenait, mais qu'il voulait reconstruire la confiance. J'ai demandé s'il était vraiment d'accord avec ma dynamique familiale, et il a insisté sur le fait qu'il l'est. Il dit qu'il aime ma famille et qu'il n'a vraiment aucun problème. Il ne savait juste pas comment leur dire. J'ai dit que je voulais le croire, mais on ne peut jamais faire entièrement confiance à un menteur à nouveau. Il a demandé ce que nous pouvions faire pour réparer cela. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Il a proposé une thérapie de couple et j'ai dit que je considérerais la chose. Nous avions commencé à planifier notre mariage il y a quelques semaines, mais cela a été mis en attente indéfiniment. Je vivais avec lui depuis les fiançailles, mais je suis de retour chez mes parents et Rose pour le moment. Je dois décider si c'est quelque chose avec lequel je peux vivre à l'avenir. Cela ne fait que quelques heures, donc je n'ai vraiment aucune idée si je peux lui pardonner pour cela et passer à autre chose. Une personne a dit, espérons que ce sera une histoire drôle un jour. Tu te souviens de ce Noël où tes parents ne savaient pas qui était Rose? Et je ne sais même pas si je pourrais jamais en arriver là. Je l'aime. Je pensais qu'il était la bonne personne. Je ne veux pas tout jeter, mais j'ai besoin d'espace. Si nous allons de l'avant avec la relation, nous irons absolument en thérapie. Je lui ai dit que même si nous rompons et que je n'y vais pas,
il doit entrer en thérapie pour son évitement des conflits. Il n'a pas désapprouvé. Il a aussi appelé mes parents et Rose pour s'excuser. Ils ont été civils, mais je sais qu'ils ne sont pas contents. Les parents du fiancé, cependant, les ont invités à un dîner de rattrapage avant de retourner dans le sud. Et avec ma bénédiction, ils y vont. Ce sera bien s'ils peuvent être amis après tout ça. Voilà où nous en sommes. Tout est si frais, et je ne sais toujours pas ce que je veux pour l'instant. Je vais prendre les vacances pour me réinitialiser et repenser à beaucoup de choses. Merci pour tous les conseils. Commentaire. Commentateur 1. Je suis content que vous mettiez le holà sur les choses et preniez le temps de traiter et de travailler à la réparation plutôt que à pratiquer la politique de la terre brûlée et rompre ou b, mettre la poussière sous le tapis. Prendre du recul et travailler à la reconstruction est une voie très saine et, espérons-le, mènera à une relation plus saine plus tard. OP, merci. C'est exaspérant de voir comment certains disent « tu jettes tout ». Je prends une respiration pour réfléchir. Cela ne fait que 24 heures. Il est rationnel d'avoir besoin d'une minute. Commentaire 2, il espérait aussi que cela viendrait naturellement sur le tapis. Il ment à propos de ça aussi. Il savait que cela ne viendrait jamais naturellement sur le tapis parce que les gens ne demandent tout simplement pas si les parents du partenaire de leur enfant sont dans un polycule, surtout avec quelqu'un qu'ils pensent être un parent. OP, exactement ça. Quand pensait-il que cela viendrait un jour sur le tapis? Commentaire 3, vous savez ce qui est vraiment dingue, c'est que ses parents sont parfaitement adorables à propos du polycule. Ce qui signifie que votre fiancé n'avait même pas la moindre petite excuse pour ne pas leur dire la putain de vérité en premier lieu. Il ne voulait tout simplement pas. Alors il a menti pendant 2 ans et demi. Il a préparé tout le monde pour une rencontre désastreuse et s'est ensuite assis sur ses mains et a laissé tout le monde se débattre dans le vent. Je ne peux pas imaginer faire confiance à ce type un jour. Je dirais que vous auriez toujours à vous inquiéter qu'il s'effondre quand les choses deviennent difficiles, mais en fait, il s'effondre quand les choses deviennent légèrement gênantes. La vie est trop longue et trop pleine de hauts et de bas pour avoir un partenaire qui n'essaie même pas OP, c'est ce qui me rend folle. Il savait qu'il serait probablement cool avec ça et à la place, il a menti sans raison. J'aurais plus de sympathie s'il avait des parents très conservateurs ou religieux. Je comprendrais, mais ils sont l'exact opposé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par l'écoute de ce genre d'histoire, nous en avons d'autres en réserve pour vous.